En 1960, le trombone au centre, c'est moi. Je joue la marche des Africains. Mouton noir, appelé dans les parachutistes, j'étais pour l'Algérie algérienne. J'ai même failli déserter au FLN. Ma liberté retrouvée, je repris du poil de la bête pour découvrir de nouveaux horizons. Mais les poils me tombèrent de nouveau pour voir le monde avec humour amour. J'appris à parler aux animaux, je décidai de voyager écolo, à dos d'âne, sur un éléphant, en rickshaw, en courant ou à vélo, au Vietnam, à Madagascar ou en Birmanie, sur le Paris-Dakar, à pied en 31 jours, au sommet du Kilimandjaro ou à New York, en plus de 30 marathons à travers le monde. Après un passage au mont Sinaï, là où Moïse décaloga, puis une méditation au fond de la mer Rouge, 150 pays et 45 ans plus tard, j'en suis arrivé à la même conclusion que Socrate. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Léopold Sédar Senghor disait « Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur. Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. » En 2005, c'est précisément un tirailleur sénégalais que je recherche à Ebolova, capitale de la province du Sud Cameroun. On m'a parlé d'un certain sergent-chef du nom de Dick Joa Steve Emmanuel. Il a été cité à l'honneur par le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, pour avoir participé à un convoi automobile de 4000 hommes, brillamment réussi, en zone désertique, jusqu'à Tripoli, en Tunisie. 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. À vos ordres, mon capitaine. Je l'appelle mon capitaine pour le valoriser. Bonjour. Dick et Joe Steve Emmanuel. Vous êtes? Dick et Joe Steve Emmanuel. Oui. À l'époque, le plus haut grade que pouvait atteindre un tirailleur sénégalais dans l'armée française était adjudant. De classe 1942. Un A, un B, un C? Classe 1942. Après m'avoir enlevé sur le banc de l'école à l'âge de 14 ans. On m'a augmenté 4 ans pour répondre à l'âge d'incorporation dans l'armée française à 18 ans. Une blague. C'était pas une blague. Bon, alors, si par exemple, on ne m'avait pas enlevé sur le banc d'école, je serais advenu comme mes camarades de banc. Vous connaissez l'éternel ministre Yon Ferdinand, c'est mon camarade de banc. Il y a bien d'autres. J'ai appris aussi, j'étais assez surpris, que le général de Gaulle est passé par là. Le général de Gaulle est passé aussi par là, mais... Ebolova. À Ebolova. Mais pas dans la même direction. C'est-à-dire, mais il n'est pas venu comme Leclerc. Lui, il venait se réfugier à Ononobete, dans un collège des Américains. Le seul d'ailleurs, à l'époque, on appelle collège. Donc se réfugier. Oui, se réfugier. Bah oui, c'est normal, parce que là, je vois votre déclaration. Vous avez la déclaration de la France libre, 18 juin 40. C'est là qu'il est parti en
en Angleterre, à Londres, qu'il a fait son appel. Mhm. Et puis 8 mai 45, la fin de la guerre. Fin de la guerre, oui. Moi, je me souviens, j'avais 6 ans et que j'habitais Nanterre. On nous a rassemblés dans un parc. Tout le monde pleurait. Mhm. Et finalement, vous, les Africains, vous avez libéré la France. Bien sûr. Hein? Mhm. Le Cameroun a payé un avion militaire, avion de guerre. Hein? Puisque tout ce qu'on avait comme instrument, tout ça là, ainsi de suite, c'était anglais. Et cet avion s'appelait Spitfire. Oui. Oui. C'est-à-dire quand on avait payé ça, les écoliers, les femmes, les hommes des villages partout donnaient l'argent et ils ont payé cet avion-là. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cet avion? Ah, mais c'était dans la guerre. Et donc c'est vous les Camerounais qui avez Les payé Camerounais qu'on avait payé ça. ça? Ah bah non, c'est la première fois que j'entends oui, dire que les Camerounais ont payé un avion à la France. Ah, payé l'avion de la France. Bon. Alors, vous m'avez dit qu'on vous a arraché des bancs de l'école à 14 ans. Racontez-moi ça là, pour vous envoyer à l'armée. Bon. Ce qui est là est que on peut vous trouver dans les états signalétiques, engagés volontaires. Voyez-vous. Mais pendant la guerre, qu'est-ce qu'il y avait eu? On arrêtait les gens pour le mettre dans l'armée de force. Bon, alors quant à moi, qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais un peu gros. Un peu costaud? Oui, j'étais costaud, voilà. Vous Bon, aviez quel âge? J'avais dit que j'avais 14 ans. 14 ans. Sur les 14 ans, on m'a augmenté 4 ans pour répondre à l'âge d'incorporation dans l'armée française à 18 ans. Et je ne pouvais pas faire autrement. J'étais incapable de porter le fusil. Ah oui. Alors vous voyez maintenant ce qui se passe, il y a l'ONU qui s'arrange pour qu'il n'y ait plus de soldats enfants comme au Sierra Leone, etc. Et vous étiez un soldat enfant. Oh, mais j'ai... Oui, de 14 ans. Bon. 14 ans, on vous a donné, oui. 4 ans de plus. Bien sûr, Donc, oui. d'après ce que vous m'avez dit, vous êtes né en 29. Bien sûr. Moi, je suis né en 39. Donc, moi, j'ai 66 ans depuis quelques jours. Vous avez 76 ans. Hein? Si on ne vous avait pas enlevé des bancs d'école, qu'est-ce que vous seriez peut-être maintenant? Ah, mais si on n'avait pas arraché sur le banc d'école, je serais advenu comme un ministre grand de ce pays. Parce que mes camarades de banc, comme le ministre de l'État de la culture, Oyono Ferdinand, Oui. Léopold, Celui qui a écrit Le Vieux Nègre et la médaille. Voilà. Et on en revient aux médailles. Bien Alors, je regarde une médaille. Attendez. Tenez, reprenez ça, ça c'est à vous. Alors, en plus de la médaille de la France libre, je vois Indochine, République française, je tourne et je vois Corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. Vous m'avez dit que vous étiez resté en Indochine jusqu'en 1953, un an avant qu'il y ait la catastrophe pour l'armée française de Dien Bien Phu. L'autre médaille, c'est la médaille coloniale. Et puis, il vous en manque 2. Et puis, malheureusement, là, je vois... Moi, je vais vous ramener ça de France. Et vos rubans, ils ont été un peu mangés aux termites. Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que représente le général de Gaulle? Le général de Gaulle, c'est il est fut. Dieu me connaît. Parce que quand il a vu la guerre, la vraie guerre même, il est fut prisonnier. Il a réussi de s'échapper. Il est allé rejoindre sa famille maternelle à Londres.
Bon, qu'est-ce que sa famille maternelle lui avait fait, hein? Il lui avait accordé la radio BBC, hein, pour faire appel Le 18 juin. française, français. Hein? La France n'a pas perdu la guerre, mais la France a perdu la bataille. C'est le contraire. La France n'a pas perdu. La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Voilà. Churchill a dit la même chose. Et bon, alors, dans ce cas, il lui a confié tout ce qu'on appelle armement. L'air, terre, mer. Et grâce à vous, les Africains, il a été à Brazzaville pour établir son gouvernement. Ah, mais attends, voilà, justement, on va aller là. Hein? C'est quoi le commandant en chef, général Leclerc? Qu'est-ce qu'il représente, puisque vous faisiez partie de ce contingent? Ah, suivant l'histoire. Non, selon vous. Hein? Selon vous, qu'est-ce qu'il représente? Ce que Leclerc a fait est très très important. Très très important, et étant donné qu'il était l'éclaireur du général Leclerc, le général de Gaulle. Ah oui, du feu quand il y a eu le ralliement au Cameroun. Il a pour gagner le Cameroun, hein, c'est à bord d'une simple pirogue qu'il a traversé. Du Nigeria? Oui, sur le bas, pour atteindre Douala. À l'indépendance, vous avez été dans l'armée française. Est-ce que ça vous a tenté de prendre la nationalité française? Si je me permets de le dire ici, du fait que j'avais fait un enfant avec mademoiselle... Vous ne vous souvenez plus de son nom? Mais française. Gadiola. Oui. Gadiola Clotilde. Et alors? Et sa famille avait voulu que je travaille en France, à Paris. Mais donc vous étiez en fuite. Mais oui, c'est-à-dire il y a une grande histoire là. Maintenant, vous avez 76 ans, vous n'êtes plus à l'école. Qu'est-ce que c'est la France maintenant pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Pour le moment, excusez-moi. Est-ce que ça représente le pays des droits de l'homme? Ce que je demande à la France, de venir construire le Cameroun. De venir construire le Cameroun. Maintenant, en 2005? Même maintenant. De reconstruire. Et je connais seulement qu'il y a un seul, ce que les Français ont fait, que tout le monde connaît, c'est le pont de Douala. Alors que le pont de Douala, 40 ans, hein, on reverse encore les milliards. Hein. Alors que moi, chez vous, quand j'étais chez vous, hein, il y a des ponts de 200, 300 ans, hein, qui n'ont pas de cassis, rien. Wow, alors, voyez-vous, je ne peux pas vous dire le contraire, c'est ce que la France avait fait. Hein? Vous voyez? Vous voyez la guérite là? Guérite allemande. Et ici, je tourne aussi. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de monuments allemands ici. Après 2 ans de campagne en Afrique du Nord, Steve débarque à Marseille en novembre 1944. Militaire et ardent défenseur de la patrie, il est aussi un musicien talentueux qui joue dans les bars de Toulon. C'est en 2006, lors d'un autre voyage au Cameroun, que je découvre cette nouvelle facette du personnage. En 1948,
Steve est rappelé pour partir en Indochine. Il suit d'abord une formation anti-guérilla à Fréjus, puis il quitte Marseille pour aller encore plus loin de son Cameroun natal à destination de Saïd. On arrive à la mer Rouge. Et je vous dirais que la mer n'est pas rouge. n'est pas rouge comme on le dit, parce que moi je voulais être Thomas. Hein? Je suis allé au robinet pour voir si c'est vraiment. Or, le ciel n'est pas tellement haut vers ce coin-là. Et quand il y a les reflets du soleil, vous voyez, bon. Quant au Vietnam, les Vietnamiens sont les gens vraiment une intelligence formidable, très formidable. Est-ce que vous savez que je vais arriver à leur roman? Est-ce que vous savez que quand les Américains sont venus, parce qu'ils ont un système de dire ôte-toi de là que je m'y mette. Les Américains. Les Américains, oui, oui, oui. Les Français aussi. Bon, maintenant, ils ont amené leur avion bombardier 50... B-52. Voilà. Et vous savez ce qu'ils faisaient, les Vietnamiens? Ils ne cherchaient pas à détruire. Mais ça tombe, quand ça tombe comme ça, les débris, ils prenaient ça, ils fabriquaient... Vous voyez? Ils fabriquaient d'autres bombes. Oui. Après la guerre d'Indochine, Steve travaille à la radio au Congo-Brazzaville. Il rencontre Manu Dibango en 1954 et joue avec lui. On le considère comme un Américain. Aujourd'hui, il est déçu par la musique moderne. Actuellement, quand je vous dis le vieux beau temps, oui, le beau vieux temps. De bons vieux temps. Pour danser, on dansait bien, on s'amusait bien à la musique. C'est pas comme ce que nous vous rencontrons aujourd'hui. Où est la marche? Où passe d'eau? Où est le tango? Où est la valse? Où est tout cela, ainsi sur les tangos et tout cela? Est-ce que vous les rencontrez actuellement? Lors des cérémonies de mariage et consorts, beaucoup de gens ils s'en vont seulement pour manger et boire et rentrer. Parce qu'on va tellement voir l'Ibikoutsi, là où on tourne le dos, on fonctionne, on fait manipuler les fesses, faire voir l'ombril. Et en voyant l'ombril d'une femme, est-ce que vous allez encore l'aimer? Ah non, 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 non. Né aux environs de 1929, arrière-petit-fils d'un roi fondateur de la nation Boulou, le sergent-chef Edjoa épouse une Française au retour de la guerre, lui fait un enfant et met l'ambiance dans les cafés de Toulon. Il aura d'autres enfants, au Vietnam, au Congo, au Cameroun. De retour à Ebolova, il en devient un notable qui participe à tous les défilés militaires. Mais sa passion pour la musique ne l'a jamais quitté. Il conserve avec nostalgie sa première guitare hawaïenne, pourtant remplacée depuis longtemps par un instrument plus contemporain. En 2007, je rends une nouvelle visite à ce vieil homme attachant et lui apporte des cordes neuves, un curseur et des onglets de guitariste.
Depuis quelque temps, Steve manifestait le désir de revoir la rivière de son enfance, perdue dans la forêt à une vingtaine de kilomètres des Bolova. Je l'accompagne là-bas avec dans mon sac une autre C'est nous surprise. les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté, parents, ourbi, foyer. Et nous avons au cœur une invincible ardeur. Car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours pour le pays, pour la patrie, mourir ou loin. C'est nous les Africains. Vous connaissez ça, hein? Comme au temps de nos bivouacs militaires, nous faisons halte au bord d'un cours d'eau. C'est là que je lui remets un cadeau que j'ai préparé de longue date et qui, je l'espère, le surprendra. Merci. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? Bon, alors moi je vais vous lire ce que j'ai mis sur la carte. Hein? Là, c'est dedans, c'est secret, c'est pour vous. Bien sûr. Bon, alors je vous dis, sergent-chef Yves, que cette année 2007 t'apporte enfin une revalorisation de ta pension de tirailleur sénégalais, comme l'a promis le président Jacques Chirac. Mes amitiés sincères, Michel Pétour, soldat de 2e classe du 6e régiment trimestre 2007. Je touche 100 € par trimestre, je vous en donne la moitié. Ce n'est pas un cadeau, c'est un partage entre militaires, même si vous êtes sergent-chef et moi, simplement 2e pompe. Hein? Je serais pour vous le dire, je suis tellement content. Hein? Et Bolova nous attend. Il faut rentrer avant que la nuit ne tombe. Je suis heureux et fier d'avoir apporté un peu de plaisir à ce vieux soldat, devenu mon ami. Les genoux, par exemple, comme moi. Ah oui, vous êtes faible des genoux, hein? Les genoux, vous savez que les genoux, quand même jusqu'au lit, vous savez que quand vous êtes sur la femme, hein, et alors, tout le mauvais mouvement, c'est là. Ah bah oui, sans genoux, on ne peut pas faire des enfants. Non, on peut. Oui. Non, on a quand même fait les enfants.